Salut à tous, c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des résultats du deuxième trimestre de Tesla. Alors j'ai décidé de me concentrer sur cette entreprise tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de commentaires sur l'inflation, sur la situation des composants électroniques et de tout ce qui est les problèmes sur les supply chains et globalement sur l'évolution du marché des véhicules électriques. Alors dans la vidéo, certes, on va regarder quelques résultats financiers, mais on va surtout se concentrer sur tout ce qui s'est dit lors de la conférence en ligne qu'il y a eu en présence du PDG et les infos qui ont été dites à l'oral et que donc on ne retrouve pas forcément à l'écrit. Alors si on passe sur mon écran, la première chose qu'on va voir, donc déjà c'est qu'ils ont eu une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 42% sur un an. Donc ça c'est par rapport à l'année d'avant et globalement c'est les ventes de véhicules qui est la majorité de leurs revenus. On voit qu'ils sur l'IPS, donc le revenu net par action, ils ont bien battu ce qui était attendu par les analystes. Donc ça c'est plutôt positif pour l'entreprise. Et par contre on voit qu'ils ont été très légèrement en dessous des prévisions sur le chiffre d'affaires global. Mais en même temps on s'y attendait vu ce qui s'est passé notamment en Chine avec l'usine qui a été fermée pendant pas mal de temps. Donc honnêtement, ils sauvent la casse à mon avis, ils sauvent les meubles. Alors le point qui fait un petit peu mal, et bon, on le savait, tout le monde le savait, et honnêtement c'est bien moins pire que ce à quoi on s'attendait, c'est la baisse des marges brutes. Et donc ils sont un petit peu en baisse comme on le voit ici, ils sont toujours tout de même à 27,9%, ce qui est quand même élevé pour de la fabrication de voitures. Et évidemment, ils ont été impactés par l'inflation, la forte demande sur les batteries, les autres composants électroniques qui sont manquants, et on va le voir un petit peu plus tard aussi, à cause des deux nouvelles usines qu'ils ont, qui forcément ont des marges beaucoup plus faibles puisqu'elles sont encore en ramp-up, elles sont encore en lancement et elles ne sont pas du tout à capacité maximale. D'ailleurs, c'est le point que j'ai mis en dessous. Alors ça, ils l'ont surtout dit du coup dans le call qui a eu lieu. Et en gros, effectivement, les marges brutes sont affectées parce que à Berlin et à Austin, les usines sont toutes neuves, ça a coûté une fortune de les faire et actuellement, elles produisent, comme on le voit juste en dessous, ils l'ont précisé, pour Berlin, 1000 voitures par semaine depuis juin et Elon pense qu'on devrait atteindre les 1000 voitures par semaine aussi à Austin dans quelques mois. Donc ce sont des niveaux de production très faibles, les usines viennent juste d'être construites, et donc forcément ça fait du mal sur les marges. D'ailleurs, en parlant de revenus et de marge, on va déjà aller voir quelques éléments. Ici on voit les revenus de Tesla qui ont effectivement explosé depuis 2018-2019, on le sait puisqu'ils ont deux usines qui sont à pleine capacité avec Shanghai et aussi Fremont en Californie. Et ensuite au niveau des marges, on va aller voir aussi ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez qu'on a eu une belle augmentation quand même là depuis pas mal de temps. Et donc bon là, on n'a pas encore le deuxième trimestre sur MacroTrend, mais bon, il va apparaître et donc on va rebaisser un petit peu. Très bien, revenons sur les commentaires parce que c'est vraiment l'objectif de la vidéo. Un autre point que j'ai retenu, je vous les ai mis vraiment par ordre d'importance d'ailleurs, ils ont ouvert 709 centres de services et magasins, donc les centres de services c'est pour aller faire réparer les voitures, et surtout ils ont installé 3971 superchargers, là, des lieux, des localisations, et ce qui fait 36 165 nouveaux points de connexion, ça a été rajouté sur le deuxième trimestre, et donc c'est une augmentation en un an de plus de 34%. Donc ça me confirme dans l'idée qu'une des grosses forces de Tesla, c'est le réseau de recharge, parce qu'on sait que c'est important, et ils ont vraiment une infrastructure qui est en avance sur la concurrence, et pour moi c'est un très bon point qui continue à l'améliorer. Et aussi on sait que pour eux c'est si simple entre guillemets de l'améliorer, parce qu'ils ont une énorme usine de fabrication de chargeurs qu'ils avaient ouvert en Chine il y a quelques années, maintenant elle est à pleine production, et donc ils peuvent vraiment standardiser, sortir beaucoup de chargeurs, et ensuite ils les installent sur place. Alors ils en installent en Europe, aux États-Unis, à travers le monde. Après évidemment c'est des locations de concessions, etc. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même un gros avantage sur le fait qu'ils fabriquent leurs propres chargeurs et qu'ils ont, entre guillemets, déjà l'avantage de la marque. C'est toujours pareil, c'est le plus gros qui gagne, entre guillemets. Le plus vous avez de chargeurs et le plus vous avez de clients qui achètent vos véhicules et donc le plus vous avez besoin de chargeurs. Et ça fait l'effet boule de neige et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec le plus gros réseau de recharge, tout simplement parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous faites beaucoup de ventes. L'autre point sur lequel je veux revenir, c'est qu'ils ont confirmé une croissance de 50% de livraison sur les prochaines années pendant plusieurs années. Donc ça c'est super intéressant. Ils disent que c'est en partie évidemment grâce à Berlin et Austin, donc les deux nouvelles gigafactories. C'est-à-dire que ils prévoient clairement d'être capables de produire 50% de véhicules en plus tous les ans. Et je pense pas qu'ils auront de problème à les vendre vu la demande qu'on a sur les véhicules électriques. D'ailleurs, on le verra un petit peu plus loin. Leur plus gros problème, c'est pas du tout est-ce que des gens veulent acheter, c'est est-ce qu'ils sont capables de fournir les véhicules. D'ailleurs, sur plein de modèles, on est à un an d'attente et ils arrêtent les commandes parce qu'ils veulent pas avoir plus d'un an d'attente sur leur véhicule. Donc voilà, clairement, c'est une excellente chose qu'ils produisent plus, sachant qu'on verra un petit peu plus tard aussi, mais ils vont passer normalement le 1,4 million de véhicules sur 2022. Et donc, si vous faites plus 50% tous les ans, après, ça va clairement monter. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, ça va me permettre de remettre
à jour mon analyse chiffrée. Alors ensuite, l'autre point qu'ils ont mentionné, ça c'est Elon qui en a parlé, le Cybertruck milieu 2023, ils sont confiants et ils sont surtout confiants sur la qualité du produit. Et moi, le commentaire perso que j'aurai, moi je suis confiant sur les marges parce que c'est un véhicule qui a beaucoup moins d'étapes. C'est que du stamping, donc c'est que du pressage de tôle inox. Il n'y a pas de peinture. C'est aussi les nouvelles batteries qui vont sortir de chez eux. Donc clairement, les marges devraient vraiment s'améliorer sur ce véhicule. Et on sait qu'ils ont des années de commandes dessus. Ils prennent plus de commandes non plus parce que, a priori, surtout aux États-Unis, ça va vraiment être un best-seller. Donc pour moi, c'est super positif pour l'année 2023. Ensuite, l'autre point dont ils ont parlé, ils ont vendu 75% de leur Bitcoin, ils ont reconverti en fiat, donc dans ce cas-là en dollars. Alors, principalement pourquoi ils l'ont fait, ça ils l'ont dit dans le call, et c'est cohérent et ça va me permet un petit peu de parler du cash flow. En fait, le problème c'est qu'avec ce qui s'est passé à Shanghai, eh ben, ils ont vendu moins de véhicules que prévu, et donc même si vous avez un résultat net positif, c'est possible d'avoir un cash flow négatif, et c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire d'ores et déjà, ça ils le disent pas, mais évidemment pour les investisseurs parce que ça fout mal. Et aussi et surtout, ils veulent être prudents parce que quand ils ont vendu, ils ne savaient pas la situation à Shanghai et d'ailleurs, on ne sait pas comment ça va évoluer et donc ils veulent avoir du cash de côté. C'est une décision entre guillemets sage. D'ailleurs, le CFO, le Chief Financial Officer, a aussi précisé que ça ne changeait rien dans la conviction que l'entreprise avait sur le BTC, sur le Bitcoin, mais qu'ils avaient dû le faire tout simplement parce que c'était la bonne chose à faire pour la gestion de l'entreprise. Alors en parlant de cash flow, je voulais vous montrer l'indicateur financier qui est le price to free cash flow, que je regarde assez souvent quand l'entreprise a du cash flow. Donc on voit qu'ils ont été pendant de nombreuses années à zéro, puis après ils ont explosé tout simplement parce que l'entreprise est devenue rentable et en plus on se rappelle tous qu'en 2020 l'entreprise a fait un x10, x15 en bourse, donc ça a explosé. Et on voit que depuis 2 trimestres, ils arrivaient à bien descendre. Et honnêtement, je pense que s'ils n'avaient pas fait cette opération sur le Bitcoin, ils auraient pu se retrouver encore à zéro, puisque le free cash flow serait peut-être repassé négatif. Et je pense qu'ils voulaient clairement pas faire ça pour les investisseurs. Donc même s'ils le disent pas, ils disent que c'était aussi pour avoir du cash et pour être serein par rapport à l'usine à Shanghai. Je pense aussi qu'ils l'ont fait par rapport aux investisseurs pour ne pas avoir un chiffre qui ferait tâche sur le deuxième trimestre. Très bien, passons au commentaire suivant. Alors, ils ont parlé aussi de baisser les prix lorsque l'inflation baissera. Vous le savez, Tesla, c'est pas comme d'autres marchands de véhicules qui mettent un prix fixe catalogue. Eux, vu qu'on commande qu'en ligne d'ailleurs, et ben, dans tous les cas, ils font bouger le prix presque toutes les semaines selon ce qui rentre. Donc vraiment, ils s'adaptent le prix en fonction de la conjoncture. Et ils ont dit qu'ils n'hésiteraient pas à faire baisser le prix si l'inflation baisse. Tout simplement, ben, ça c'est pour des raisons de concurrence, puisque ça permettra de gagner plus de parts de marché. Je pense qu'aussi, ils s'amuseront à le faire si les carnets de commandes rebaissent sous les 1 an. Je ne les vois pas non plus aller baisser le prix s'ils ont déjà des carnets de commandes énormes et qu'ils n'arrivent même pas à livrer les véhicules. Donc oui, certainement, mais peut-être qu'en 2023 ou un peu plus tard, pour l'instant, à mon avis, ils vont conserver des prix élevés puisqu'ils ils vendent les véhicules, donc pourquoi ne pas le faire. Ensuite, ils ont parlé du full self-driving, donc c'est la conduite autonome. Ils ont annoncé que pour tous les Américains qui avaient donc payé l'option, ils l'auraient très certainement à la fin de l'année et qu'ils allaient faire aussi une nouvelle augmentation du prix. Ils sont vraiment confiants et ils ont vraiment hâte de présenter les évolutions lors du AI Day qui aura lieu, je crois, de souvenir le 30 septembre, donc ça va être à la rentrée. Et ils disent qu'ils vont augmenter le prix puisque pour eux la valeur ajoutée est vraiment supérieure au prix actuel. Bon, ça après c'est leur opinion. Moi personnellement, j'ai jamais testé un full self-driving. J'ai déjà vu des Tesla se conduire automatiquement sur l'autoroute, mais là en full self-driving, pardon, on parle de conduire dans les quartiers de façon totalement autonome. Vous n'avez plus à toucher le volant. Donc à voir, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent dessus. Vous avez Baidu en Chine qui est très avancé, vous avez Google avec Waymo qui est aussi bien avancé. Donc voilà, pas mal d'entreprises travaillent dessus. On verra ça en septembre, ce qu'ils annoncent. Mais bon, dans tous les cas, une augmentation du prix, c'est une bonne nouvelle. Alors ensuite, ce qu'ils ont annoncé, et ça aussi c'est encourageant, ils ont dit qu'ils se trouvaient en position et que les circonstances faisaient qu'ils auraient certainement un second trimestre record. C'est assez cohérent puisque ralentissement de la pandémie, très certainement aussi ralentissement de l'inflation, on l'espère enfin, ça on ne peut pas savoir. Il commence à voir sur les supply chains que ça se relâche un petit peu au niveau des composants électroniques et des matériaux. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ils ont dit quelque chose d'intéressant. Le lithium, c'est vraiment pas un problème, mais il en faut, clairement. Et ils disaient le gros problème avec le lithium, et ça c'est un commentaire d'Elon Musk, ce n'est pas la quantité de lithium qui est disponible, puisqu'il y en a énormément sur Terre. Le gros problème, c'est le raffinage, c'est les raffineries.
compagnie. Et à chaque fois, il dit, c'est la deuxième fois qu'il dit, il dit si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez imprimer de l'argent gratuitement, allez investir dans le raffinement du lithium. Alors ça m'a fait tilt et je vais aller chercher, je l'avais déjà fait à l'époque avec MP Material d'ailleurs, que j'étudie toujours mais je la trouve un petit peu chère. Eux ils sont dans les terres rares pour faire les moteurs électriques. Mais voilà, je vais peut-être aller chercher un petit peu plus des entreprises parce que ça fait déjà 2 fois qu'il le dit et c'est peut-être des entreprises avec des cash flows énormes et certainement qui ont du futur. Après, il faut aller voir si les entreprises minières, c'est des commodities, si le prix des matériaux baisse, et ben les entreprises s'ouvrent. Donc voilà, j'irai regarder ça un petit peu plus près. Et donc je vais conclure sur le dernier commentaire qu'il y avait, que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont dit: We don't have a demand problem, we have a production problem. Ce qui veut dire qu'en gros, leur problème, c'est pas du tout de trouver des clients. Ils ont plein de clients qui toquent à leur porte. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à fournir les véhicules à temps, entre la disponibilité des composants électroniques, les usines qui sont encore en train de monter, etc. Donc voilà, c'est clairement une bonne nouvelle. Donc aussi, on peut aller voir rapidement le PI, le price to sell, juste pour le principe, mais dans tous les cas, moi je suis déjà actionnaire, c'est une grosse position de mon portefeuille, et si j'en rachète, ce sera tout doucement suite à une grosse baisse. Vous voyez donc quand même que vu que leur vente augmente, leur marge se porte bien, et ben le PI qui était il y a encore un an extravagant est en train de très fortement baisser. Il a encore élevé, mais bon, clairement, il va continuer à baisser à mon avis. Et de la même façon, sur le price to sales, il va forcément commencer à baisser. Il est là, pardon. Donc voilà, on voit qu'il est en train de baisser. Je ne vous le cache pas, et je l'ai déjà dit par le passé, c'est une entreprise qui est chère. C'est une entreprise qui clairement a encore beaucoup de travail à faire pour prouver qu'elle vaut cette valeur en bourse. Moi personnellement, je l'ai acheté il y a plus de 2 ans, j'ai dû commencer à l'acheter. Sur mes premières actions, j'ai des centaines de pourcents de plus-value de latente, et même sur ma position totale, je suis toujours à la hausse malgré que l'entreprise est fortement corrigée en bourse. Donc voilà, je suis content de ma position, je ne vais pas forcément en racheter plus, mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait dessus à l'époque. Et donc le dernier point que je voulais vous montrer, c'est les résultats qui vont sortir la semaine prochaine, parce que ça va être une semaine record. Et d'ailleurs, pour information, la semaine prochaine, je serai en voyage, et cela pour 2 semaines. Donc je ne vais pas forcément vous faire des vidéos ultra d'actualité comme ça, je verrai peut-être une on the go, mais bon, il faudra que je trouve le temps de le faire. Donc je vous ferai beaucoup plus de contenu certainement sur Instagram. Il y a le lien dans la description, si vous voulez aller me suivre, n'hésitez pas. Et donc revenons sur les entreprises. La semaine prochaine, c'est la semaine de tous les dangers ou de toutes les opportunités. On va avoir Microsoft, Google, Enphase pour moi, Visa, Coca-Cola, UPS pour les livraisons, le e-commerce est super important. On va avoir Facebook, Ford, Qualcomm, Boeing, Teladoc pour moi c'est important. Ensuite les monstres, Apple, la plus grosse entreprise des États-Unis en capitalisation boursière. Ensuite Amazon, on va avoir le pétrole avec ExxonMobil, Chevron. Et ensuite la semaine d'après ça continue mais ça ralentit un petit peu, mais on a quand même des grosses boîtes toujours avec AMD, avec PayPal. On va avoir aussi, comme on voit ici, du Square. Donc voilà, pas mal de grosses entreprises qui vont publier. N'hésitez pas à aller suivre les résultats si vous êtes actionnaire, pour mettre à jour vos analyses, et aussi tout simplement, comme je vous le disais, sur Instagram, j'en parlerai un petit peu aussi. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc comme je vous le disais, si vous voulez avoir un petit peu plus de contenu d'actualité, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des earnings qui vont sortir. Est-ce qu'il y en a certains que vous attendez plus que d'autres? Pour information, je ferai quand même des vidéos alors que je suis en déplacement. Je vais en enregistrer une ou deux là juste avant de partir. Et puis dans tous les cas, voilà, je pourrais peut-être faire un truc on the go enregistré. Et donc sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.